Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Le jour d'après la libération de Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président congolais acquitté en appel de crimes contre l'humanité commis par sa milice en Centrafrique, a quitté le centre de détention de la CPI hier. Nous y consacrerons une grande partie de notre édition avec les réactions des victimes à Bangui, mais aussi à Paris avec notre invité, l'opposant congolais Martin Fayulu. Nous irons également en Côte d'Ivoire où les partisans de Laurent Gbagbo espèrent le même scénario pour leur leader, également poursuivi par la CPI. La déception au Maroc après l'attribution du Mondial 2026 au trio USA-Canada-Mexique. Le Royaume alawite a essuyé une défaite nette, 65 voix contre 134 pour le trio américain. Mais Rabat est resté fair-play en saluant la victoire de son adversaire. Les réactions à Casablanca dans ce journal. This is Nigeria. Just because I'm on TV now. Person who no get work is checking to see if my watch is... This is Nigeria, une vidéo qui fait le buzz dans le pays. Elle est signée Falz. Le rappeur nigérian s'inspire d'un rappeur américain. Falz y dénonce les fléaux dans son pays. La mise en scène du clip ne plaît pas à tout le monde. Mais la vidéo a fait 5 millions de vues sur Internet. Nous en parlerons à la fin de ce journal. Mardi soir, Jean-Pierre Bemba a quitté le centre de détention de la Cour pénale internationale de La Haye. L'ancien vice-président congolais reste sous la surveillance de la CPI en attendant le feu vert de Bruxelles pour une demande de séjour. Jean-Pierre Bemba souhaite rejoindre son épouse et ses enfants installés en Belgique. Cette libération fait suite à son acquittement en appel de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par sa milice en Centrafrique. Les victimes centrafricaines sont choquées. Les réactions à Bangui avec Nicolas Germain. En République démocratique du Congo, les partisans de Jean-Pierre Bemba se sont évidemment réjouis de son acquittement. Mais en Centrafrique, les victimes de ces milices sont ulcérées par l'annonce de la Cour pénale internationale. Ils sont arrivés dans notre concession où ils ont tué ma mère, mes deux sœurs. Et ensuite, moi, Dieu merci, j'étais éloigné de la maison. Nous sommes très mécontents de la décision du CPI. Les témoignages atroces se suivent et se ressemblent. Il y a ma fille qu'ils ont violée. Parce qu'elle voulait fuir ensemble avec moi, mais ils l'ont prise et puis ils l'ont violée. Ça m'a vraiment écœuré. Je ne pourrais pas vous citer aussi d'autres cas des voisins qui avaient subi le même sort. En 2002, le président centrafricain Ange-Félix Patassé avait demandé de l'aide à Jean-Pierre Bemba et ses miliciens. Patassé voulait empêcher la tentative de coup d'État de François Bozizé, qui a finalement abouti l'année d'après. Les hommes de Bemba sont accusés d'avoir mené une campagne de tuerie, de viol et de pillage à Bangui entre octobre 2002 et mars 2003. Mais la CPI a estimé que comme Bemba n'était pas en Centrafrique à l'époque, il n'avait pas pu contrôler sa milice. Mercredi, elle a annoncé un programme d'assistance d'1 million d'euros pour les victimes centrafricaines. Les partisans de Jean-Pierre Bemba espèrent maintenant qu'il sera candidat à la présidentielle qui, en théorie, doit avoir lieu en décembre. Il reste 1 mois et demi pour le dépôt des candidatures. Martin Fayulu, opposant congolais et candidat à l'élection présidentielle prévue en fin d'année en République démocratique du Congo, est notre invité ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, votre réaction à la libération de Jean-Pierre Bemba. Écoutez, c'est un soulagement comme pour tous les Congolais. C'est une très très bonne chose parce que Jean-Pierre Bemba a été détenu à La Haye pendant plus de 10 ans. Et nous avons demandé à Mme Bensouda quand elle était à Kinshasa pourquoi Bemba est détenu. Et vous avez des exactions, vous avez des crimes, vous avez des déplacements des Congolais à l'intérieur de leur pays dus à la politique de M. Kabila. Et pourquoi vous ne faites rien à M. Kabila? Est-ce que ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour l'opposition? C'est l'une des personnalités les plus populaires. Est-ce qu'il ne risque pas d'éclipser les autres personnalités de l'opposition à quelques mois de la présidentielle? Mais pourquoi ce serait une mauvaise passe pour l'opposition? Ça veut dire que vous êtes cynique, les gens qui penseraient comme ça. Au contraire, nous avons besoin des énergies de tout le monde. Nous avons besoin des forces, de l'intelligence de tous les braves citoyens congolais qui défient Kabila, qui veulent que Kabila parte. Donc Jean-Pierre Bemba, son arrivée, c'est plus qu'une bonne nouvelle. Alors justement, quand vous aviez officialisé votre candidature à la présidentielle, vous avez dit que vous n'excluez pas de vous retirer au profit d'une personnalité qui pourrait faire opposition au président Kabila. Est-ce que ça pourrait être Jean-Pierre Bemba? Est-ce que vous pouvez... Non, j'ai dit exactement que
nous plaidons pour une candidature commune de l'opposition. Et il faudrait mettre en place des critères objectifs. Et celui qui va remplir le plus de critères, et nous allons... Est-ce que ça peut être Jean-Pierre Bemba? Mais ça peut être Jean-Pierre Bemba, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être moi-même. Et il faut quelqu'un solide, capable de diriger ces pays. Il ne faut pas un faiblard, il ne faut pas un faible de caractère, il faut quelqu'un qui a une certaine popularité, il faut que quelqu'un qui a combattu pour la démocratie et pour le changement dans ces pays, il faut que quelqu'un qui soit crédible et qui soit intègre. Donc il y a des critères objectifs qu'on doit mettre en place. Il faut que quelqu'un qui doit défendre demain les intérêts du Congo, partout dans le monde, et que ce soit cette personne qui dirige ces pays. Alors vous parliez d'une personne aussi qui pourrait faire face et faire opposition au président Kabila, sauf qu'hier le Premier ministre a annoncé qu'il ne serait pas candidat. Est-ce que vous pensez que c'est crédible? Quelle est sa stratégie à Joseph Kabila? Ça, c'est pas une question. La Constitution est claire. Le président de la République démocratique du Congo est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est clair. Et l'accord de la Saint-Sylvestre a renforcé cela en disant que M. Kabila, ayant accompli son second et dernier mandat, ne peut plus se représenter. Donc, ce n'est pas une question à poser. Les gens qui posent cette question, c'est pour créer la polémique et susciter un débat. Donc, il ne se présentera pas, c'est évident. C'est une évidence. Mais quelle est sa stratégie? Est-ce qu'il va complètement se retirer de la vie politique? Mais je pense que M. Kabila a une famille politique. Il passera la main certainement à un dauphin. Bon, on parle des requins maintenant. On passera la main à un dauphin et il fera tout pour soutenir ces dauphins. La preuve, vous avez vu que M. Nanga et Basengezi, ceux qui dirigent la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, ceux-là sont en train de manœuvrer pour tricher. Vous avez deux éléments. Un, les fichiers électoraux, avec près de 10 millions d'électeurs qui ne sont pas des électeurs, qui n'existait presque pas. Alors, vous avez la machine à voter qu'ils veulent à tout prix imposer aux Congolais. Les Congolais ont surnommé cette machine à voler. Donc, M. Kabila s'organise pour tricher. Est-ce que vous irez à cette élection si ces conditions sont confirmées, ce que vous décrivez? Non, et je pense que mes collègues de l'opposition n'oseront pas aller dans une élection avec près de 10 millions d'électeurs que Kabila a en réserve et avec une machine à voler. Donc si nous disons ceci, le boycott n'est pas dans notre vocabulaire. On ne boycottera pas les élections. Mais de quelles élections parlons-nous? C'est l'élection crédible, transparente et apaisée. Donc pour qu'il y ait élection crédible, transparente et apaisée, il faut que les conditions soient remplies, il faut que les fichiers soient fiables, il faut que les conditions soient les conditions de départ. La machine à voter, on l'a mis, on vient de la mettre dans l'année de l'élection. Or, les standards internationaux disent qu'on ne peut pas modifier les règles du jeu dans l'année de l'élection. Merci beaucoup. En tout cas, Martin Fayoulou, d'être venu réagir à l'actualité et parler de cette élection présidentielle qui devrait avoir lieu en fin d'année en République démocratique du Congo. Et bien évidemment, nous suivrons cette actualité sur notre antenne sur France 24. Merci beaucoup. Merci et n'oublions pas la transition sans Kabila. Merci beaucoup. Merci à vous. Et cet acquittement de Jean-Pierre Bemba redonne de l'espoir aux partisans de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, pour sa responsabilité dans la crise post-électorale de 2010 et 2011. Ses avocats espèrent une jurisprudence. Les réactions avec ce reportage de notre correspondant à Abidjan, Thaïs Brook. Yopougon, environ 2 millions d'habitants. Cette commune d'Abidjan est réputée favorable à Laurent Gbagbo. Alors dans ces maquis, les bars de la capitale, on espère que l'acquittement de Jean-Pierre Bemba soit un bon présage. Et aujourd'hui, Dieu merci, Bemba, en cours d'appel, Bemba a été libéré. Je pense que cela est vraiment un espoir et même un grand pas envers la libération du président Laurent Gbagbo. Celui dont 82 témoins ont du mal à prouver la culpabilité, ce n'est pas lui qui restera à la CPI. Donc pour nous, en tout cas, c'est la preuve palpable que Gbagbo sera libéré. Ce mercredi, le Front populaire ivoirien organisait une conférence de presse à la résidence de l'ancien président. Les dirigeants du FPI sont un peu plus prudents.
la CPI a donné un petit signal. Nous attendons que la CPI confirme sa capacité à dire le droit. Nous n'allons pas jubiler avant. Dans la salle, une majorité de journalistes proches de l'opposition. Plusieurs quotidiens ont d'ailleurs fait leur une sur le sujet. Et depuis le début, nous, presse bleue, c'est-à-dire presse proche du président Laurent Gbagbo, nous disons que son dossier est vide et que ça ne pourra qu'aboutir sur un non-lieu. C'est vers ça qu'on s'en va. Le reste de la classe politique n'a pas vraiment réagi à cette décision de la CPI. Sollicité, le gouvernement indique qu'il n'a pas l'habitude de commenter les décisions de justice. Dans le dossier de l'extradition de François Compaoré, le frère de l'ancien président burkinabé déchu, Blaise Compaoré, la justice française n'a pas encore tranché. La décision a été renvoyée au 3 octobre prochain. Le Burkina Faso a émis un mandat d'arrêt contre François Compaoré, arrêté à Paris en octobre 2017. Il est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo. Je vous le disais, c'est la déception au Maroc. Le pays échoue la 5e fois à l'organisation d'un mondial, en l'occurrence celui de 2026. Difficile pour le royaume alawite de faire face aux mastodontes nord-américains et à la candidature conjointe des États-Unis, du Canada et du Mexique. La correspondance de Sarah Doublier et Jean-Marie Lemaire. 94, 98, 2004 et 2010, le Maroc avait attendu plus de 15 ans avant de représenter sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde de football. Le temps pour le royaume chérifien de moderniser ses infrastructures, de développer notamment son réseau routier, mais aussi les chemins de fer. Une ligne à grande vitesse devrait être mise en service à la fin de cette année. Beaucoup d'efforts consentis donc du côté du Maroc pour pouvoir accueillir cette compétition. C'est pourquoi, forcément, la déception est au rendez-vous du côté des amateurs de football. Après les efforts qu'il a fournis, donc ça fait plusieurs années, je pense qu'il mérite d'organiser ce type d'événement. C'était la loi du plus fort. Hein. Donc tous les Marocains ils sont conscients que c'est quand la politique l'emporte sur le sport, donc c'est ça le résultat. Je vous propose à présent d'écouter la réaction de Méry Crimo, membre de la Fédération royale marocaine de football et ancien joueur de l'équipe nationale. C'est vrai, on est déçus parce que c'est vrai qu'ils ont fait un bon dossier, ils ont beaucoup travaillé, il y avait beaucoup d'énergie. Mais bon, je trouve que la seule chose que je peux dire, c'est que les projets vont continuer. Et ça, c'est une très bonne chose pour nous. Maintenant, la FIFA, dès qu'on arrive, il dit on les connaît, hein. C'est le 5e dossier. Je trouve que voilà, on est là, on résiste, hein, parce qu'on y croit. Et je crois que le Maroc, l'Afrique surtout, hein, l'Afrique, moi je ne parle pas du Maroc, mais l'Afrique, il doit le faire. La FIFA avait attribué la note de 2,5 sur 5 au Maroc lors de sa visite d'inspection. Aujourd'hui au Maroc, on dit tirer les leçons de cette énième candidature et on a bon espoir de pouvoir remporter d'ici 2030 l'organisation du prochain mondial. Plus de 5 millions de vues sur Internet. La vidéo This is Nigeria du rappeur Falz fait un carton. Il s'agit en fait d'une reprise d'une chanson américaine qui dénonce le racisme contre les Noirs. Le rappeur nigérian Falz, lui, dénonce la corruption, l'intégrisme et d'autres fléaux. Mais la mise en scène du clip ne plaît pas à tout le monde. Célia Caracena vous en dit plus. Voici le Nigeria, chante Falz. La vidéo met en scène la corruption, les conflits interethniques ou encore l'addiction de certains jeunes au sirop pour la toux. Il s'agit d'une reprise du clip This is America de l'artiste américain Childish Gambino. Vidéo qui dénonce les discriminations dont sont victimes les Afro-Américains. Le rappeur Falz, lui, met les pieds dans le plat dans son pays, le Nigeria, et a déclenché la colère d'un groupe de religieux musulmans. La raison, ces jeunes filles vêtues d'un hijab, ressemblant aux filles de Chibok, dansant sur une musique hip-hop. Un manque de respect à leurs yeux. On ne devrait pas monter les Nigérians les uns contre les autres alors que la vidéo attise la haine contre les musulmans. On n'aime pas la représentation des filles de Chibok. Il y a des gens qui peuvent danser s'ils veulent, mais les filles de Chibok devraient être montrées en train d'être pensives et tristes. Falz se défend de provoquer toute haine religieuse. Pour lui, le rôle de l'artiste est d'éveiller les consciences au lieu de simplement produire du divertissement.
Avec les filles en hijab, on sait très bien qu'il s'agissait d'un symbole, que je voulais faire passer un message. Dire que c'est une vidéo haineuse incitant à la violence, c'est vraiment mal interprété. C'est absurde. Je veux dénoncer la réponse trop lente du gouvernement face aux enlèvements. La vraie influence que vous pouvez avoir en tant qu'artiste, c'est d'utiliser votre talent positivement. Je veux continuer à faire de la musique divertissante, c'est vrai, mais aussi commenter la société, être militant avec ma musique. Pour Falz, l'esprit du célèbre artiste et militant Fela Kuti doit revenir au Nigeria. Pas étonnant quand on sait que Falz est le fils de Femi Falana, figure de la défense des droits de l'homme dans le pays et avocat de Fela Kuti. Engagez-vous, allez voter, faites bouger les choses. Tels sont les messages du rappeur Falz dans sa vidéo aux 5 millions de vues. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Aude Le Christ.